C'est fou, j'ai toujours voulu des choses auxquelles j'ai pas forcément le droit en tant que femme. Et que du coup, si je deviens ingénieure, ça ferait de moi soit une mauvaise mère, soit une mauvaise employée. Parce que soit je vais sacrifier mes enfants, soit je vais être la connasse qui se casse à 5h de l'après-midi pour aller les chercher. J'ai pas l'impression que c'est possible vraiment de redescendre pour les enfants des gens privilégiés. Bienvenue dans l'ascenseur. Bonjour à toutes et à tous, je suis Anne-Cécile Sarfati, je suis journaliste et j'ai créé le podcast Bienvenue dans l'ascenseur. Tous les 15 jours, je reçois des hommes et des femmes qui ont un parcours d'ascenseur social et nous refaisons ensemble les étapes de ce parcours, du bas, du rez-de-chaussée on va dire, jusqu'à, c'est ce que nous allons voir. Et aujourd'hui, je reçois Sarah Zitouni. Bonjour Sarah. Bonjour Anne-Cécile. Alors Sarah, vous êtes une de ces personnes qui ont pris l'ascenseur social. Ce que je vous propose, c'est d'entrer ensemble dans la cabine de cet ascenseur et qu'on refasse ensemble le trajet que vous avez accompli. Dans les cabines d'ascenseur, en général, il y a un miroir. Je voudrais que vous vous regardiez dans le miroir et que pour vous présenter, vous nous disiez qui vous voyez dans ce miroir. Alors, je m'appelle Sarah Zitouni, j'ai 34 ans, j'habite en Suède, même si je suis née en France. Je suis la plus jeune directrice de la stratégie de l'automobile. Et en parallèle de mon activité salariale, j'ai aussi une entreprise qui s'appelle Power Ta Carrière et qui vise à aider les femmes justement à décrypter les codes tacites du monde du travail pour pouvoir trouver leur place pleinement. Alors on garde la métaphore de l'ascenseur. Avant de monter, on est au rez-de-chaussée. D'où partez-vous dans la vie, Sarah ? C'est quoi votre rez-de-chaussée ? Moi, je suis née à Nice, à l'hôpital Saint-Roch, qui est en ce moment même en train d'être démoli et transformé en un commissariat central. Et je suis née dans une famille en fait où mes parents avaient immigré en France dans les années 80. Moi, je suis née en 90. Donc longtemps avant ma naissance. Ils avaient déjà 3 enfants quand ils ont emménagé à Nice, mes 3 grandes sœurs, et ils ont eu mon frère après, et moi. On est donc issus d'une famille ouvrière dans un quartier à Nice qui a toujours été traditionnellement ouvrier. Au début, c'était les ouvriers italiens et espagnols qui s'étaient installés là, puis les Arméniens, et puis les Maghrébins comme mes parents. Moi, j'ai fait ma scolarité dans un collège ZEP. Et ensuite dans un lycée sciences de l'ingénieur, mais on en reparlera plus tard. Absolument. Alors justement, à l'école, quel genre d'élève vous étiez ? Est-ce que vous aviez des rêves d'avenir ? Et est-ce que l'idée de vous élever était déjà présente en vous ? C'était extrêmement important pour mes parents. Ils voulaient vraiment qu'on ait une meilleure situation que la leur. Parce qu'ils se rendaient bien compte qu'il y avait un certain nombre d'inconvénients. J'ai pas grandi dans une famille avec de très graves difficultés financières, mais on comptait quand même et on faisait attention. Et en l'occurrence, ça fait qu'ils voulaient une meilleure situation pour nous. Mon père était ouvrier, donc dans les travaux publics. Ma mère s'est occupée de nous pendant longtemps et ensuite elle a travaillé comme ouvrière dans une usine, dans plusieurs usines en intérim, mais notamment dans l'usine de notre quartier qui était en face de chez nous et qui est classée Céveso. En l'occurrence, elle a aussi fait des études de droit. Donc vraiment, les études, ça a toujours été central et très important pour mes parents. Ils voulaient vraiment qu'on réussisse via nos études. Si vous deviez retrouver le moment où l'ascenseur a commencé à monter pour vous, est-ce que vous diriez que c'est vous qui avez appuyé sur le bouton ou que c'est quelqu'un d'autre pour vous ? Alors, je pense que d'une certaine manière, on peut d'abord créditer mes parents au premier lieu. Comme je disais, moi, j'étais une très bonne élève à l'école. En plus, il s'avère que plus tard, j'ai été détectée comme HPI. C'est l'école qui a signalé à mes parents que je m'ennuyais fondamentalement en classe. Et après m'avoir fait sauter une classe, ils ont proposé à mes parents de faire un diagnostic avec une pédopsychiatre. C'est comme ça qu'on a appris que j'étais HPI. Mais au-delà de ma neuroatypie, en fait, les études ont vraiment été un moyen d'ascension pour moi. Et mes parents ont vraiment été à l'origine de ça. Il y a évidemment ce que moi j'ai mis en place, donc d'avoir travaillé à l'école et d'avoir poursuivi mes études et d'avoir choisi mes orientations, même si ça a été parfois très difficile. Mais c'est ça le début de mon ascension. Alors on reprend le parcours, l'ascenseur monte. À un moment donné, les portes vont s'ouvrir sur le premier étage. C'est quoi le premier étage pour vous, Sarah ? J'ai toujours voulu être ingénieure dans l'automobile. En tout cas,
Quand j'ai pu créer un projet professionnel plus clair, ça a été être ingénieur dans l'automobile. Mais attendez. Ça vous vient d'où quand même pour une petite fille de vouloir travailler dans l'automobile? C'est fou, j'ai toujours voulu des choses auxquelles j'ai pas forcément le droit en tant que femme. J'ai fait des arts martiaux, j'ai travaillé dans l'automobile, etc. En l'occurrence, ça me vient de mon père qui en fait bricolait sa voiture tous les dimanches. Je pense qu'il avait la voiture la mieux entretenue de tout le quart sud-est de la France. Et du coup, il me montrait au fur et à mesure à quoi correspondaient les pièces. Et pour moi, c'est une telle fascination que j'arrive pas à comprendre pourquoi les autres sont pas fascinés par ce qui se passe dans leur véhicule. Donc, le premier étage, c'est quoi? Ça serait mes études d'ingénieur. Donc, je les ai commencées assez tôt parce qu'en fait, j'ai fait une spécialisation dès le lycée puisque c'était vraiment mon projet. Mais dès ce moment-là, c'est un peu coincé. Le collège, en fait, m'a donné un avis défavorable pour mon orientation, alors que, comme je le disais, j'étais une bonne élève. Mes parents s'y attendaient pas du tout. Et du coup, ma mère a voulu rencontrer le CPE et la conseillère d'orientation pour comprendre ce qui s'était joué. Donc, dès la 3e, en fait. Dès la 3e. Et à ce moment-là, en fait, elle a compris que comme aucune fille n'avait jamais demandé ce programme, ils s'étaient échafaudés toute une théorie dans leur tête, comme quoi j'allais risquer d'être agressée, en fait, au lycée, et qu'eux ne pouvaient pas cautionner ça. Et ma mère a dû leur dire, en quelque sorte, qu'elle était garante de ma sécurité et qu'elle prenait le risque, c'était plus ou moins les mots prononcés, pour que j'ai le droit de poursuivre cette orientation. Mais c'est parce qu'en fait, ils avaient peur que le fait d'être en minorité, d'être finalement la seule peut-être dans une classe de garçons, vous expose à des agressions. Oui, ce qui est quand même pas très positif pour les jeunes adolescents qui vont dans ce programme-là. Je ne comprends pas comment des adultes ont pu imaginer quelque chose comme ça. Et puis surtout, c'est discriminatoire. C'est ce qu'on appelle du sexisme bienveillant. C'est ça. Et c'est pas parce que c'est bienveillant que c'est pas complètement problématique. Et moi, c'est une de mes premières expériences de sexisme comme ça, très très tôt dans mon parcours d'ingénieur. Alors, si vous deviez retrouver le moment où l'ascenseur a commencé à monter pour vous, est-ce que quelqu'un vous a aidé, en fait? C'est ça. Est-ce que vous devez quelque chose à quelqu'un? On doit toujours des choses à plein de gens dans notre parcours. Là, je parlais de gens qui étaient en travers de mon chemin, mais il y a évidemment des gens qui, eux, ont été au soutien pour moi, notamment des professeurs. En l'occurrence, je peux penser à mon prof de conception en première année. Donc, une fois que je finis mon lycée, j'arrive à rejoindre l'INSA Lyon, qui est une école gratuite et une école qualitative. Et pour moi, c'était les deux critères. Je ne pouvais pas imposer à mes parents de devoir payer une école payante qui serait difficile. Et eux refusaient que je prenne des dettes. Ils ne voulaient pas que je commence ma vie avec des dettes. Ils ne voulaient pas que vous preniez un emprunt étudiant? Non, parce qu'ils me disaient que ça allait conditionner en fait des années importantes de ma carrière directement à la sortie de l'école. Et ils ont eu raison, puisque ces années-là, pour moi, elles ont pris un tournant qu'elles n'auraient pas pu prendre si j'avais eu un prêt étudiant. Et donc, en l'occurrence, l'INSA, c'est une école publique post-bac qui permet de former des très bons ingénieurs en mécanique et qui est gratuite. C'est même l'origine de l'existence de l'école où, en fait, ils se sont dit qu'ils ne voulaient pas de reproduction sociale il y a plus de 50 ans et donc ils ont créé cette école pour essayer de mettre fin à la reproduction sociale. Mais vous, comment vous arrivez à identifier cette école? Alors moi, j'ai la chance d'avoir ma grande sœur qui elle-même à ce moment-là est devenue ingénieure en électronique et qui en fait a entendu pas. C'est de famille quand même alors. Il y a un truc. En tout cas, on est les deux scientifiques de la famille. Ensuite, il y a d'autres parcours. Tout le monde a fait des études dans ma famille, mais il y a d'autres parcours moins scientifiques. Et elle a souffert de certaines difficultés, notamment en prépa, de ne pas se sentir à sa place, etc. Et elle avait entendu parler par ce biais-là de ces écoles-là. Trop tard pour elle, mais tout à fait à mon bénéfice. Et c'est une école post-bac, donc vous ne passez pas par la case prépa? C'est ça, à la place, c'est une prépa intégrée. Et donc en prépa intégrée, moi, je subis beaucoup ce stress de me dire, en fait, je ne suis pas à ma place. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, mais moi j'ai 16 ans quand j'arrive à l'INSA, donc je ne sais pas comment 16 ça... 16 ans. Oui, vous êtes très précoce. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je suis juste en panique en fait, et je ne comprends pas parce que je touche du doigt mon rêve, mais pourtant je suis en train de m'auto-saboter pendant les devoirs. Être en face de ma feuille blanche est catastrophique pour moi, je me sens vraiment très mal. Et donc une fois où je sabote complètement un devoir et je réponds mal à une question que j'ai vérifiée la veille avec mon professeur, mon professeur le prend mal en fait. Il me convoque et il me dit « Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu te fous de moi, c'est pas possible. On discute du truc, tu fais l'inverse de ce qu'on s'est dit le lendemain. » Et dans le moment, pour pas le décevoir, je panique et je lui balance tout ce que j'ai dans la tête. Le truc que j'ai dit à personne, c'est-à-dire je suis sûre de pas être à ma place, vous allez me virer avant la fin de l'année. J'ai pas d'autre option. Moi, c'est mon
plan A, mon plan B, mon plan C d'être ici. Et je veux pas que ça finisse maintenant, quoi. Et c'est là où c'est une des premières personnes qui m'aide, puisqu'il m'explique que, en fait, ils nous ont choisis, ils nous ont déjà sélectionnés, ils en prennent déjà qu'un tiers de ceux qui candidatent. Donc maintenant, c'est à nous de juste commencer à croire en nous aussi, parce que on peut arriver au bout. Et donc, il commence à me dire, moi, je sais que tu peux y arriver. Quand est-ce que toi, tu vas décider que tu peux vraiment y arriver? Donc lui, vous lui devez beaucoup, à ce professeur. C'est quelqu'un qui quand même m'a appris énormément. Et quand des années plus tard, j'ai moi-même en retour aidé des femmes à combattre leur syndrome de l'imposteur, à le dépasser via Power Ta Carrière, il faut se rappeler que oui, en fait, moi, mon point de départ, c'est lui qui m'explique ce qui se passe. Alors, on va revenir sur Power Ta Carrière un peu plus tard, mais je voudrais qu'on reprenne votre parcours dans l'ascenseur. Donc, finalement, le premier étage, ce sont les études supérieures. Et après ce premier étage, vous avez continué, entre guillemets, à monter, si on continue la métaphore. Est-ce que il y a eu un moment où vous avez connu des pannes d'ascenseur? Alors, mon premier boulot a été extrêmement difficile pour moi. Donc, je finis l'école d'ingénieur et immédiatement, j'ai un travail, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle quand on vient d'un milieu ouvrier. Et là, en fait, je décroche un boulot comme ingénieur d'essai et de mesure dans un laboratoire de recherche qui est celui qui est attaché à mon département de spécialisation. Parce que mes professeurs me repèrent et ils se disent que je pourrais faire une bonne thésarde à l'avenir et que si j'accepte de travailler quelque temps pour eux comme ingénieur d'essai, ils auront le temps de me trouver une thèse à me proposer. Sur le moment, je me dis que l'option est pas mal et je l'envisage sérieusement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai aucun des codes du monde du travail des cadres. Donc moi, je viens du milieu prolétaire et l'idée, c'est tu travailles très dur, tu fais pas de bruit et ça va bien se passer pour toi. Et c'est ce que je me mets à faire. Sauf que je me retrouve avec un directeur de recherche industrielle qui finance donc mes recherches, entre autres d'autres personnes du laboratoire, qui est très colérique, qui est très lunatique et j'encaisse tout personnellement. J'ai toujours l'impression que c'est mon propre échec, peu importe pour quelle raison il se met en colère ou même s'il change d'avis 5 secondes plus tard. Et c'est très difficile pour moi. Et donc, je fais, alors peut-être pas un burn-out, mais en tout cas, je frôle l'épuisement et je passe 2 semaines chez moi à regarder le plafond, arrêtée par le médecin. Et je me dis, je sais pas ce que je vais faire parce que je peux pas tenir 42 ans à ce rythme-là, en fait. Donc, je quitte le labo de recherche après ça. Je finis mon CDD et je décide de partir en Suède. Mais comment ça vous vient de décider de partir en Suède? J'ai fait 1 an d'études en fait avant. À l'INSA, on a un temps qui est dédié aux études à l'étranger. Et via Erasmus, je choisis donc mes critères. C'était un endroit où la mécanique qui était enseignée était au moins aussi qualitative que mon université parce que je ne voulais pas perdre du temps. Donc ça excluait beaucoup d'universités britanniques par exemple. Je voulais un endroit qui avait une convention avec mon école parce que je ne pouvais pas payer plus. Donc ça excluait tout ce qui était Amérique-Australie. Et je voulais un endroit anglophone pour progresser en anglais parce que j'avais un niveau d'anglais dégueulasse. J'avais le niveau d'anglais de ceux qui n'ont jamais voyagé en fait dans des pays anglophones, qui n'ont pas fait des stages de langue, qui n'ont pas des parents qui parlent anglais. Qui ne sont pas allés en summer camp. Qui ne sont pas allés en summer camp, qui ne sont pas fils de diplomates comme les gens de ma promo ou qui ne sont pas fils de grands exécutifs d'entreprise et donc qui ont été baladés en Europe au gré des mutations de leurs parents. Et du coup, je me dis, il faut que j'améliore ça, c'est important. Et donc, je choisis la Suède, parce que les cours sont en anglais et que, comme je vous dis, c'est des très bons cours avec un programme en plus dédié à l'automobile. Bingo, dans la ville de Volvo. Et ça m'a fait une impression très, très, très favorable. Les étudiants étaient traités comme des adultes, on nous laissait beaucoup de liberté, on respectait nos besoins de temps aussi, finir les agendas hyper longs. Et donc, dans ce moment de crise, en quelque sorte, j'essaye de trouver une solution. Je me dis, pourquoi pas la Suède? C'est sûr qu'ils vont avoir besoin d'ingénieurs. Alors, du coup, vous décidez de partir en Suède. Et alors là, est-ce que vous trouvez tout de suite du travail en Suède? Alors là, c'est 2e leçon du monde de l'entreprise et des cadres. Le réseau fait tout. Et donc, moi, je débarque et j'envoie des CV. Et au bas mot, j'en ai envoyé au moins une centaine. Je me dis, il y a des boîtes de consulting, il y a Volvo Cars, Volvo Trucks, il y a des entreprises dans l'automobile, en veux-tu, en voilà, tous les fournisseurs. Et donc, j'écris, j'envoie des candidatures spontanées, je réponds à des offres, etc. Pas une réponse, pas un entretien, rien, que dalle. Donc là, c'est un petit moment de panique parce que j'ai pas des économies à l'infini. Donc, je prends un petit job pour être sûre déjà de ne pas avoir des galères d'argent. Et je commence à réfléchir et j'apprends la leçon du moment. Ah, mais c'est par le réseau que les gens trouvent du travail.
Donc, je me mets à raconter mon histoire. Je vais à un cours de danse, je raconte, les gens me disent, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, bah, justement, je cherche du travail, puis je cherche là-dedans. Je vais à une conférence, je m'assois à côté d'une dame, je lui dis, votre veste est magnifique. On se met à discuter. Et du coup, elle m'explique qu'en fait, elle travaille au bureau de la région de Göteborg et que justement, ils aident les académiques étrangers à trouver du travail. Et de fil en aiguille, on commence à me proposer des opportunités. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 10 mois, ça fait vraiment effet ketchup. Oui, ça paraît long, mais en même temps, ça fait vraiment effet ketchup parce que à ce moment-là, je me retrouve quasiment sur les mêmes 2 semaines avec 3 offres de thèse et 2 offres d'emploi. Donc, vous avez bien fait de... Donc, le réseau, ça fait tout. Oui, mais vous avez bien fait de ne pas vous décourager. C'est vrai. Alors, est-ce que dans ce parcours, vous avez croisé des personnes qui ont essayé de vous bloquer l'ascenseur? Alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, quand j'étais au lycée, donc je candidate à l'ENSA, comme je vous disais. Évidemment, je fais d'autres vœux. À l'époque, c'était admission post-bac avant Parcoursup. Je fais d'autres vœux pour m'assurer d'avoir quelque chose. Et mon prof de sciences de l'ingénieur découvre que j'ai postulé pour l'INSA. Je crois que c'est une histoire qu'il faut que je lui fasse signer un papier ou une lettre, comme quoi j'ai bien fait son cours ou je ne sais pas quoi. Et là, il le prend pas très bien. Moi, je suis assez surprise, que je me dis, c'est sympa, quoi. On va poursuivre son travail, pourquoi pas. Et en fait, il tatillonne, machin, et il finit par m'expliquer que son fils est ingénieur, qu'il voit bien que le métier est très exigeant, et que du coup, si je deviens ingénieur, ça ferait de moi soit une mauvaise mère, soit une mauvaise employée. Parce que soit je vais sacrifier mes enfants, soit je vais être la connasse qui se casse à 5 heures de l'après-midi pour aller les chercher, quoi. Oh mon Dieu. Et je me dis... Et en fait, avec du recul maintenant en tant qu'adulte, je trouve ça aberrant. Mais moi, à l'époque, j'ai 16 ans, donc il faut se rendre compte du truc. C'est-à-dire, je le regarde avec des yeux comme ça, et puis je me dis, c'est pas logique ce qu'il raconte. Je lui ai pas dit que j'avais des enfants. Donc mon cerveau tilte pas. Et donc je me dis, ok, bizarre. Et je continue mon chemin et je candidate quand même, quoi. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est quelqu'un qui a essayé de vous bloquer l'ascenseur. Mais aujourd'hui, je me dis que ce genre de personne a sûrement réussi à le bloquer pour certaines, en fait. Que ce genre de personnes sont dangereuses et en fait, s'il était tombé sur quelqu'un peut-être de plus impressionnable ou de plus logique et qui aurait voulu comprendre sa logique, il aurait mis fin à mon rêve, quoi. Alors, est-ce qu'à l'inverse, il y a des gens qui ont été clés dans votre ascenseur? Après cette Je veux dire, dans la vie professionnelle, on a déjà vu dans les études, mais dans la vie professionnelle. Oui, tout à fait. Après cette première expérience assez difficile du monde du travail, donc je rejoins la Suède, c'est une autre culture, mais moi, j'en ai pas encore tout à fait pleinement conscience. Et quand je trouve, du coup, donc j'ai ces offres de thèse et d'emploi, et en fait, il y en a une, elle est dans l'automobile. C'est extraordinaire. Du coup, je la rejoins. Je me rappelle, je prends le train pour aller à Södertälje Sud et je rencontre ce qui doit être mon futur manager. Et donc, je me débat pour faire l'entretien en suédois parce qu'entre-temps, là, dans les 10 mois, j'ai appris le suédois. Donc, je fais l'entretien en suédois, je me débat. Et lui, il est juste hyper content et impressionné. Et donc, il m'embauche, je travaille avec lui. Et ce mec-là, vraiment, c'est un type qui soutient ses équipes, en fait. Il aime les gens avec qui il travaille. Il veut que les gens avec qui il travaille se sentent bien. Et moi, ça me fait une différence majeure après avoir m'être fait hurler dessus dans mon précédent boulot. Et je me dis, c'est un fou furieux. Un jour, il me dit, non, mais parce que Sarah, je veux que tu sois heureuse. Je me rappelle parce que j'appelle ma mère et je lui dis, mon chef m'a dit que je voulais que je sois heureuse, je ne sais pas ce qu'il me veut. Et je me dis, c'est un fou furieux. Et en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup fait guérir et en même temps beaucoup appris pour me mettre dans les bons rails pour le reste de ma vie professionnelle. Et quand moi-même, je me suis retrouvée à manager plus tard, j'ai voulu manager comme Lars Bergqvist. Alors, est-ce que dans cet ascenseur social, vous avez connu des moments où ça secouait un peu, où vous ne vous sentiez pas très à l'aise, pas légitime, où vous avez ressenti une forme d'ascenseur émotionnel? Vous avez commencé tout à l'heure à parler de sentiment d'imposture, mais une fois que vous êtes dans le bon job avec le bon manager en Suède, dans le bon domaine qui est pour vous l'automobile, est-ce que c'est passé ce sentiment d'imposture? C'est passé petit à petit, ça a plus ou moins pris 10 ans en fait, mais il y a forcément des moments de faiblesse et de vulnérabilité dans lesquels ça revient. Et l'importance pour moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'était de me rendre compte la différence entre les moments où c'était moi qui peut-être ne correspondais pas et n'était pas suffisamment bien pour le poste ou quoi que ce soit, versus les moments où en fait mon environnement était pas convenable. Vous savez, c'est un peu l'image de se dire quand une fleur pousse pas, on blâme pas la fleur en fait, on la change de terre, quoi.
Je me rappelle une fois dans ma vie professionnelle, je me retrouve à être commerciale dans une entreprise. Et donc, je suis très contente d'avoir ce boulot. C'est moi qui suis allée le chercher, qui me suis mis en valeur pour obtenir ce taf de commercial. Je deviens CAM, c'est commercial grand compte, je crois, en français. Et il y a un poste de Global Account Manager qui se libère. Moi, je regarde le truc et je me dis, je sais reconnaître une bouchée qui va m'étouffer. Ça, c'est trop gros pour moi, j'ai pas l'expérience. Et il y a un collègue qui est arrivé après moi, qui pour l'instant n'a aucun track record, n'a rien vendu encore, est juste arrivé, etc. Et qui me fait la remarque, du coup, tu vas postuler. Je lui dis exactement ce que je vous dis là. Non, ça, c'est le genre de truc à se tirer une balle dans le pied. Lui, il se démonte pas. Et le reste du management, bizarrement, se démonte pas. Ils me proposent jamais le poste, mais ils vont le voir lui et lui propose. Moi, pour moi, ça n'a pas été... Alors, pendant quelques secondes, ça a été un signal de « Oh mon Dieu, mais je suis vraiment une idiote et j'aurais dû y aller. Puis de toute façon, je suis nulle et puis machin. » Et puis rapidement, je me suis rendu compte, non, ça, c'est le signal d'un environnement problématique qui va probablement faire d'autres choses plus graves que ça dans l'avenir. Et en fait, j'ai choisi plutôt de les quitter et d'aller travailler ailleurs. Et quand bien m'en a fait, puisque je suis devenue directrice commerciale dans cette nouvelle entreprise que j'ai rejointe. Et lui, pour le coup, est resté 1 an en poste seulement parce que oui, en effet, c'était la bouchée qui allait nous étouffer, quoi. Donc, vous aviez raison. Donc, j'avais raison et ça m'a aidé à apprendre que c'est pas systématiquement ma faute quand quelque chose tourne mal. Quand on monte dans l'ascenseur et qu'on s'éloigne de son rez-de-chaussée, est-ce qu'on le vit toujours bien ? Est-ce qu'on a envie d'oublier d'où on vient ou au contraire de garder le lien, voire de partager cette réussite avec d'autres, voire de montrer cette réussite à d'autres ? Moi, j'ai jamais eu envie de rien oublier. Il y a rien à oublier, en fait. Mes parents habitent toujours dans le même quartier, toujours dans l'appartement où ils nous ont fait grandir. Et au contraire, pour moi, c'est une immense source de fierté que d'y être arrivée. Et je trouve ça justement intéressant et paradoxal comment certaines personnes qui, du coup, viennent d'un milieu social défavorisé ou prolétaire ou plus difficile peuvent vouloir s'en écarter, vouloir se créer une image plus snob ou plus alignée avec leur nouveau milieu à plein temps, en quelque sorte. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'à l'opposé, on voit des figures d'enfants privilégiés, de nepo babies, des figures riches, qui ont tendance à dire « Ah, mais je me suis faite toute seule, je viens de nulle part ». On a tous et toutes en tête la phrase de Léa Seydoux, qui dit qu'elle a fait l'école de la vie, alors que, bon, on sait aussi qui sont ses parents, et qui est son père et qui est son oncle en particulier. Donc je trouve ça intéressant, ce paradoxe entre les vrais enfants de pauvres qui veulent pas qu'on le sache et les vrais enfants de riches qui veulent se faire passer pour ce qu'ils sont pas. Vous retournez souvent chez vos parents ? Oui, je retourne régulièrement chez mes parents. Et puis surtout, en fait, d'où je viens, c'est en moi, en fait. C'est pas un lieu géographique. C'est dans la culture que j'ai reçue, qui est multiple et diverse. Autant fait des auteurs classiques français, parce qu'on en avait plein à la bibliothèque, que des chansons de Kulthum, parce que mes parents écoutaient ça dans la voiture, que de la culture très droit, justement, et légale dans ma famille, parce que ma sœur a fait des études de droit et ma mère aussi. Donc, elles sont toujours en train de dire tu lis bien le contrat jusqu'à la fin, puis attention aux clauses abusives. Donc toute cette culture, je l'emporte avec moi. Et c'est pas comme si je pouvais me couper un pied en reniant complètement d'où je venais ou quoi que ce soit. Il y a pas à le faire en fait aussi parce que c'est vraiment encore une fois une grosse source de fierté. Oui, et puis il y a eu quand même beaucoup de communication entre vos parents et vous par rapport à cette réussite en fait qu'ils souhaitaient pour vous, puisque vous me racontiez que vous faisiez les devoirs avec votre maman quand vous étiez petite fille. Moi, j'ai toujours fait les devoirs avec ma mère. Encore une fois, l'école, ça comptait pour elle. Et donc, ma mère, en fait, elle cuisine forcément à la maison beaucoup. Elle a cuisiné tous les repas, toute notre vie. Et on est 7, donc gros temps de préparation des repas. Donc, moi, je ramène mes cours dans la cuisine. Et c'est pour ça que l'histoire, pour moi, en fait, elle a un peu une odeur de raser la noute. Parce que forcément, ma mère, elle est en train de préparer avec les épices. Et l'histoire, vous voulez dire les cours d'histoire ? Les cours d'histoire, parce que c'était la matière préférée de ma mère à repasser avec moi. Parce qu'elle trouvait que justement, c'était comme se raconter des histoires, comprendre d'où on venait, qu'est-ce qui s'était passé avant, etc. Donc, repasser les cours, c'était pour moi plutôt lui raconter le mariage de telle famille noble avec tel autre
cette famille noble et l'alliance que ça avait apporté entre la France et l'Espagne, mais du coup que ça créait les bases de la future guerre de 7 ans contre l'Angleterre, etc. Et ça a été un des éléments importants dans ma famille aussi. Alors, je sais que vous êtes en couple, que vous n'avez pas encore d'enfants, mais que peut-être vous envisagez d'en avoir un jour. Est-ce que le fait de venir d'un milieu socio-professionnel, voilà, défavorisé, on va dire les choses comme ça vous pose question quant à l'éducation future de vos enfants? Ça pose des questions parce que une des choses que j'ai héritées moi de mon milieu ouvrier, c'est la débrouillardise. Alors mes parents se sont assurés qu'on ait toujours tout ce dont on avait besoin pour l'école très très largement. J'avais la dernière calculatrice, tous les équipements qu'il me fallait, etc. Mais en même temps, on est obligé d'être un peu débrouillard. Parce qu'on parlait tout à l'heure de réseau, par exemple, découvrir l'INSA de Lyon par hasard par ma sœur, devoir connaître ce genre d'orientation. Là, par exemple, avec du recul, je découvre aujourd'hui en fait les orientations que Sciences Po propose et ouvre pour certains. Et je me dis, oh, ça m'aurait peut-être plu à l'époque si j'avais su. Mais donc, on est très débrouillard quand on vient d'un milieu où il n'y a pas forcément toutes les infos, tout à disposition facilement. Et c'est une de mes craintes, c'est comment on transmet la débrouillardise à des enfants qui auront beaucoup plus, qui auront peut-être presque tout. D'un autre côté, je ne regrette pas la capacité de pouvoir leur donner au-delà de leurs espérances. D'un autre côté, c'est sympa les gamins qui savent un peu se démerder. Est-ce que cette inquiétude dont vous parlez, c'est pas justement l'inquiétude qu'il n'ait pas assez la niaque et que du coup, il puisse éventuellement redescendre 1 ou 2 étages? Alors redescendre, ça n'a jamais été mon inquiétude et surtout pas pour mes enfants, que je n'ai pas, comme on a dit. Peut-être que le jour où ils seront nés, j'aurai instantanément cette peur avec moi, mais parce que j'ai vu en fait des camarades d'école. J'ai vu plein de gens autour de moi beaucoup plus privilégiés. J'ai des collègues maintenant qui eux-mêmes ont des enfants adolescents et qui sont de mon milieu, donc d'un milieu privilégié. Et j'ai pas l'impression que c'est possible vraiment de redescendre pour les enfants des gens privilégiés. On en parlait avec une amie récemment qui est du même milieu que moi et qui a aussi été transfuge de classe, qui a fait un saut de classe. Et on se disait, si tu veux, tu peux. C'est déjà pas une phrase particulièrement vraie. Mais c'est en particulier pas vrai pour un certain nombre de personnes où même quand ils veulent pas, ils peuvent quand même. On leur trouve une porte de sortie, un débouché, quelque chose qui fait que bon, ça va quoi, ils vont s'en tirer. Oui, enfin, il y a quand même des chiffres. C'est pas le sujet de ce podcast. Il y a quand même quelques chiffres de déclassement en France. Mais bon, c'est pas le sujet du podcast. Vous, Sarah, vous avez pris l'ascenseur social, mais beaucoup d'autres, on le sait, n'ont pas cette possibilité. Compte tenu de votre expérience, de votre parcours, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait changer à l'échelle de la France pour qu'un parcours comme le vôtre devienne banal? Je pense que c'est extrêmement important d'abord de, comme vous le faites ici, montrer des modèles de réussite, des gens qui y sont arrivés. Parce que centrer le narratif systématiquement sur le fait que c'est rigoureusement impossible, centrer le narratif sur le fait qu'il n'y a aucune débouchée, c'est couper les jambes des gens qui veulent en fait y aller, hein, qui ont vraiment la niaque, justement, on en parlait, et qui le souhaitent pour eux-mêmes, qui le souhaitent pour leurs enfants. Je veux pas non plus qu'à l'opposé, on fasse de l'angélisme et qu'on explique qu'il n'y a aucun problème. Il y en a de très, très, très nombreux. Mais c'est vrai que des fois, l'image qui est projetée des quartiers populaires ou des quartiers ouvriers, c'est beaucoup trop une image qui est centrée sur tous les cas où ça ne fonctionne pas. Alors que, en fait, je suis pas si unique que ça. On est des milliers, hein, on est bien plus que ça. Au-delà de ça, je pense que tout ce qui a été fait autour de la carte scolaire, qu'en fait, on a complètement ségrégué les populations. Je pense que c'est une très, très mauvaise chose et que les chiffres le montrent. D'ailleurs, hein, la situation était meilleure avant ces récentes réformes qu'elle ne l'est actuellement. Il faudrait revenir en arrière sur ces questions-là et donner des vrais moyens à l'école. Pas la fin, la queue des carottes et la fin du budget. Parce que l'école, c'est une vraie possibilité pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et si on ne leur offre pas cette possibilité, à la fin, en fait, il reste justement les trucs clichés de la possibilité de youtubeurs, chanteurs, dont certains se plaignent, hein, disent les jeunes ne rêvent plus que de ça. Mais en fait, il faut aussi qu'on puisse leur donner à rêver d'autre chose que de ça. Et s'ils n'ont pas les moyens de le faire, forcément, ouais, il reste que les voies qu'on a l'impression un peu magiques, quoi. Sarah, j'aimerais qu'on s'arrête sur une question qui est macro, hein, qui est une question dans la question, finalement, qui est la question des discriminations. Est-ce que vous avez rencontré des discriminations
sur le plan justement collectif. C'est peut-être intéressant de parler un peu de ça. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une chance qui est mais vraiment de l'ordre purement de la chance, parce que c'est purement de la génétique. Comme mes parents sont berbères tous les deux, j'ai le teint très très clair. Et donc, ça fait que dans plein de situations, ça n'est pas du tout évident pour mon interlocuteur qu'en fait, je suis musulmane et que que mes parents sont étrangers. Et en plus, je m'appelle Sarah Zitouni. Donc, pour plein de gens, je suis grecque quand je suis en Grèce, italienne quand je suis en Italie. Ou juive pied noir. Juive pied noir, on m'a très souvent dit ça, etc. Il y a des gens qui m'ont souhaité le Shabbat. Shabbat à eux aussi, pas de souci. Et d'ailleurs, c'est un choix de mes parents, en fait. Parce que mes frères et sœurs ont des prénoms étrangers. Et au moment où je nais à Nice, mes parents ont assez de recul sur la situation en France pour se rendre compte que malheureusement, le racisme, il s'exprime aussi envers les personnes en fonction de leur prénom, en fonction de leur nom. Et donc, ils font le choix conscient de m'appeler Sarah en se disant c'est un prénom qui est présent dans notre culture, mais qui va faire international. Donc, c'est une arme qui me donne dès le départ, mais c'est aussi triste. Moi, je suis déçue par rapport à mes frères et sœurs d'avoir un prénom un peu banal, entre guillemets, un peu très, très répandu, alors qu'ils ont tous des prénoms très originaux. Mais c'était pour me prémunir de ces discriminations. Alors, elles sont quand même arrivées. Le moment un peu clé de l'année pour les discriminations, pour moi, c'est le Ramadan, parce que c'est le moment où ça saute aux yeux que je suis musulmane. Et donc, tous ceux qui sont un peu bas du front ont tendance à ce moment-là à changer leur vision de moi, alors qu'en fait, ils me connaissaient d'avant. Pour vous donner un exemple concret, j'ai un camarade au lycée qui du coup, ça fait 6 mois qu'on se connaît, ça fait 6 mois qu'on parle, qu'on s'échange des devoirs, qu'on se prête les DM pour t'as eu la réponse 4, t'as eu quoi la réponse 4, moi j'ai fait ça à la réponse 5. Et un jour, mon père vient me chercher. Mon père, il a les yeux bleus, il est très pâle, encore une fois, comme moi, très, très blanc. Donc, il tilte pas trop, etc. Mais en fait, il tilte au moment où il entend que mon père me parle en arabe. Et le lendemain, pour lui, mais c'est le drame. Il me dit qu'il y a trahison, que j'aurais dû lui dire avant, en fait. Et moi, de l'autre côté, je me sens hyper trahie aussi, parce que je me dis, attends, je t'ai accepté comme t'étais, c'est-à-dire avec tes vagues tendances un peu facho qui se voyaient une fois de temps en temps, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen qu'à un moment ou un autre, ça allait évoluer. Et là, c'est toi qui le prends mal. Voilà, ça, c'était un grand moment de bêtise à vivre, quoi. Alors, on va enchaîner sur une autre question qui va rejoindre votre dernière réponse. On a vu que ça n'a pas toujours été facile pour vous, mais que vous y êtes arrivé. Aujourd'hui, si vous deviez donner conseil à des jeunes qui voudraient monter dans l'ascenseur ou qui en auraient la possibilité sans forcément en avoir conscience, qu'est-ce que vous leur diriez ? Et je vous propose aussi de me répondre à cette histoire par rapport à la discrimination. Oui, alors, donc encore une fois, c'est mon vécu personnel, mais c'est aussi les chiffres qui le soutiennent. Je voyais encore ça hier, en fait, il y a une nouvelle étude qui est sortie et qui est parue, et donc un prénom à consonance maghrébine, enfin non prénom à consonance maghrébine, c'est un CV qui a 3 fois moins de chances de passer le premier filtre en France. Et ça, pour le coup, les gens vont rien pouvoir y changer. Moi, un conseil que je donne tout le temps, c'est déjà de ne pas mettre l'adresse sur le CV, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui sectorisent, qui virent certains quartiers complètement. Vous n'en avez pas besoin, parce que maintenant, il n'y a plus de courrier postal, honnêtement. Donc, mettre le nom de la ville, ça suffit très largement. Et malheureusement, c'est un truc que je recommande parce que je sais que les gens discriminent sur cette base-là. De la même manière que je recommande de ne pas mettre la photo sur le CV aux femmes que je coach et que je soutiens, parce que je sais qu'il y a des discriminations sur la photo du CV. Trop étrangère, trop vieille, trop jeune, toutes sortes de discriminations. Et en l'occurrence, ce que je pense qui peut être vraiment utile pour un démarrage dans la vie, parfois pour certaines personnes qui galèrent beaucoup trop à trouver un premier travail alors qu'elles ont complètement les compétences, c'est de partir à l'étranger. La recommandation que je leur ferai, c'est moi je suis partie et je suis jamais revenue. Je suis partie pour 13 ans et c'est encore en cours. Mais même au-delà de ça, on peut partir des fois pour quelques années, 6 mois, 1 an même. Et cette expérience, elle rendra votre CV tellement plus riche, en fait, au regard des recruteurs français. En gros, quelqu'un d'autre aura pris le risque sur vous. Sachant que dans plein d'autres pays, dans plein d'autres villes, Londres notamment est très connue pour ça, ils ne le voient pas comme un risque. À l'étranger, vous allez juste être perçu comme un Français. Et vous n'allez pas être un risque pour les recruteurs. C'est complètement idiot parce que la discrimination, c'est toujours débile, mais c'est une réalité. C'est une réalité qui était aussi décrite par Wissem Belgacem dans son livre
où il parle de sa carrière de footballeur pro et de la suite de sa carrière, et notamment aussi de son coming out, parce que lui, il a cette double discrimination raciale et d'un point de vue son orientation sexuelle. Et il explique que il fait venir des jeunes de son quartier à Londres quand il est installé là-bas pour qu'ils aient 6 mois, 1 an d'expérience, et qu'en revenant en France, en fait, ils ont une carrière qui décolle. Donc c'est forcément un conseil aussi douloureux qu'il est, que je suis obligée de transmettre au suivant. Est-ce que vous pouvez donner aussi un conseil avant finalement l'entrée dans la vie professionnelle, c'est-à-dire au moment où on est scolarisé, peut-être pas forcément dans un établissement avec des méthodes sympas ou même avec des chances importantes, dans un quartier prioritaire de la ville ou voilà, avec des difficultés. Quel conseil vous pourriez donner à un jeune qui aurait envie ou qui pourrait prendre l'ascenseur social sans forcément en avoir conscience? Ouais, renseignez-vous très 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 bien sur votre orientation. En fait, l'information qu'on va vous fournir, ça ne sera pas l'information dont vous avez besoin. Elle ne sera pas du tout assez qualitative, elle ne sera pas du tout assez exhaustive. Et c'est vraiment le nerf de la guerre, en fait. Je pense qu'il y a trop de gens qui font des parcours par défaut parce qu'on les pointe dans des directions, encore une fois, pour des raisons de discrimination. Ça va trop vite de pointer des jeunes qui s'en sortent pas trop mal vers un BTS parce que c'est la seule chose qu'on peut imaginer qu'ils soient capables de faire, alors qu'en fait, ils peuvent peut-être faire des études à l'université, des études dans une école de commerce ou une école d'ingénieur. Donc, vous ne vous laissez pas limiter. Il y a énormément d'aides qui sont disponibles, mais elles sont très, très, très mal indiquées. Elles sont très mal fléchées. Je sais que quand je suis partie en Erasmus, j'ai demandé toutes les bourses que j'ai pu trouver sur la région Rhône-Alpes, la ville de Lyon, mon centre d'aide sociale, etc. Et elles m'ont toutes été accordées parce qu'en fait, ils ont des budgets qu'ils n'arrivent pas à dépenser parce qu'ils sont pas très bons en communication et que les gens n'apprennent pas qu'il y a des choses disponibles. Donc malheureusement, ça va être votre devoir en quelque sorte d'être extrêmement proactif là-dessus, mais ne prenez pas le premier non pour une réponse ou la première indication comme une réponse valable. Surtout, n'hésitez pas à vous renseigner un maximum. Et ça peut passer par, des fois, convoquer vos aînés comme moi pour apprendre ce qu'on a fait et on sera ravis de vous répondre. Et aller regarder dans Bienvenue dans l'ascenseur les hors-séries solutions, parce qu'on consacre des hors-séries à un rythme assez important à toutes les solutions qui existent. Enfin, toutes. Il y en a tellement qu'on n'aurait pas cette prétention, mais en tout cas, dans Bienvenue dans l'ascenseur, il y a beaucoup de solutions pour trouver des stages, pour se faire mentorer. Enfin bref, il y a beaucoup d'associations mises en valeur dans le podcast, et c'est important, on le fait aussi pour ça. Et c'est hyper intéressant, ça me fait penser à une question. Moi, quand j'ai postulé à l'INSA, il y avait un entretien. Donc ma sœur, qui est ingénieure, du coup, m'a acheté mon premier costume pour aller au dit entretien. Mais je sais que c'est une question qui est commune pour plein de gens, de ne pas avoir la tenue, les vêtements pour se présenter à l'entretien d'embauche, ou comme vous voyez, même avant, en fait, pour des écoles. Et je sais que, par exemple, il y a l'association La Cravate, qui, en fait, propose de vous habiller pour votre situation, si vous en avez le besoin. Il y a beaucoup d'associations, vous avez raison, et elles ne sont pas toutes connues, et donc c'est important qu'on contribue, vous et moi, et d'autres, bien sûr, à les faire connaître. Alors très souvent, je remarque dans ce podcast que les gens qui témoignent de leur parcours, qui ont pris l'ascenseur social, en fait, ils ont quelque chose d'extrêmement généreux en eux, puisqu'ils ont un grand souci qui est de vouloir renvoyer l'ascenseur. Est-ce que c'est votre cas? Je crois que oui. Et est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, je comprends même pas comment ça peut être concevable de faire autrement. C'est-à-dire, pour moi, si j'étais arrivée là où j'en suis arrivée et que le but du truc, c'est de fermer la porte derrière moi, en quelque sorte, sommet de l'Olympe, fermer la porte derrière moi et la barricader et me battre pour les miettes au lieu de réclamer la moitié du gâteau, ça serait honteux, en fait. Et le minimum que je puisse faire, c'est de m'assurer qu'il y en ait encore plus dans la génération suivante que dans ma génération qui y arrive. Encore plus de femmes, encore plus de personnes issues de l'immigration, encore plus de personnes de la diversité en général. Il y en a marre, en fait, des salles avec des hommes blancs de 50 ans et une calvitie, notamment dans l'automobile. On a besoin de plus de réflexion. Donc, à partir de ce constat-là, moi, j'ai créé Power Ta Carrière. C'est mon entreprise à côté de mon travail salarié, et le but, c'était de former justement les femmes à toutes les dimensions de la vie professionnelle qu'on ne nous indique pas. Donc, ce que j'avais expliqué plus tôt dans l'interview, mais l'importance du réseau, comment ça se construit, l'importance de compter ses heures. Quand on est cadre, j'entends encore trop souvent des gens me dire « Ah oui, ça veut dire que j'ai pas d'heures en fait. » Si, ça veut dire que tu as des heures, mais que c'est toi qui es responsable de tenir le compte. L'importance du faire savoir. Bien plus que le savoir-faire en entreprise, donc faire savoir à son manager ce qu'on a accompli. En fait, tout ce qu'il faut savoir pour réussir, mais qu'on ne vous dit pas.
toutes les règles tacites qui n'existent. Vous savez ce que c'était cette phrase? C'était le sous-titre du livre que j'ai publié en 2011, je crois, Être femme au travail. Mais vous voyez, et on a besoin de rabâcher encore ces choses-là. Bien Moi, sûr, je suis arrivée dans le milieu professionnel en 2017 et j'avais pas eu la chance d'avoir lu votre livre qui était sorti en 2011. Et donc, j'ai appris les trucs en me cognant dessus. C'est ça, en se prenant le mur. Exact. Et oui, et ça continue. Et donc, 2012, pardon, on est arrivé dans le monde professionnel. Mais c'est ça, le mur, les uns après les autres pour comprendre. Donc, moi, ma pierre à l'édifice, c'est d'essayer d'expliquer les conneries que j'ai moi-même faites pour que d'autres les fassent pas, puissent les éviter et aillent en faire plus loin sur le chemin. Comme ça, elles reviennent nous raconter à nous aussi. C'est communautaire, en fait. Tout le monde progresse les uns avec les autres. Alors, Sarah, est-ce que pour vous, le ciel est la limite? Ou bien est-ce que votre réussite, ça va comme ça? En clair, c'est quoi le prochain étage pour Sarah Zitouni? Chaque jour, je découvre des nouvelles ambitions, des nouvelles possibilités, des nouveaux chemins dont je n'avais absolument pas conscience quand j'ai commencé sur ma voie en 2007 à l'école d'ingénieur, par exemple. Comme je vous disais tout à l'heure, je découvre le potentiel de Sciences Po, quelque chose que je n'avais pas compris. L'autre jour, je lisais un article dans Le Monde. Il existe quelque chose qui s'appelle le Collège des ingénieurs et qui peut être intégré immédiatement après son école et qui est en fait une espèce de super classe d'élite pour rentrer dans le haut fonctionnariat d'État et dans les plus grosses entreprises françaises. Aucune notion que ça existait, ce truc. Mais là, maintenant, vous pourriez le faire? Non, là maintenant, pour ce collège-là, je ne peux plus le faire. Et Sciences Po, c'est pareil, c'est probablement mort pour moi. Mais je découvre d'autres choses, en fait. Quand j'ai été directrice commerciale, j'ai découvert la stratégie. Et c'est comme ça que je suis devenue directrice de la stratégie. Chaque jour, je découvre une nouvelle voie. Chaque jour, ça me donne envie d'aller encore plus loin et d'essayer quelque chose de nouveau. À chaque fois, je suis très heureuse de où je suis arrivée, avec beaucoup de gratitude vraiment et de bonheur. Je me dis, ça y est, je suis au sommet de l'Olympe. Puis il y a une autre colline à gravir et ça a l'air cool aussi. Donc, tant qu'on n'est pas mort, on n'arrête pas. Merci Sarah Zitouni pour ce voyage dans votre ascenseur. Merci beaucoup. Bienvenue dans l'ascenseur.